je m'appelle Magdalena Schelotto Altes et je suis enseignante contractuelle à l'Université de Lille. J'ai soutenu ma thèse en 2014 et mon thème de recherche, c'est l'histoire contemporaine de l'Amérique latine, notamment la transition en Uruguay. Ma thèse s'intitule Application de una metodología de análisis del discurso, la amnistía en el Uruguay post-dictatorial. J'ai soutenu ma thèse en 2014 à l'Université Carlos III de Madrid et mon directeur de thèse était Antonio Rodríguez de las Heras. Alors, pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux, je vous propose qu'avant d'en venir à la thèse proprement dite, on revienne un peu sur votre parcours. Donc, racontez-nous un peu ce que vous avez fait avant de faire une thèse. Vous avez fait des études d'histoire, des études de littérature. Racontez-nous un peu. J'ai suivi un parcours assez classique. J'ai fait une licence et un master en sciences humaines au sein de l'Université Carlos III de Madrid, dans lequel rapidement j'étais intéressée pour les sujets d'histoire et je me suis spécialisée lors du master en histoire contemporaine. Et alors, pourquoi ce sujet-là précis? Parce que là, vous me dites l'histoire contemporaine, très bien. Mais pourquoi un jour vous vous dites, voilà, je pense qu'il faudrait travailler sur cet aspect-là et faire une thèse sur ça, et voilà, la thèse, elle prendrait cette forme, elle aurait cet intitulé. Pourquoi? Comment vous en êtes arrivé là? Étant d'origine uruguayenne, je suis installée en Europe depuis bientôt la moitié de ma vie. Donc, j'étais tout de même intéressée pour l'histoire récente de mon pays, de l'Uruguay. Mais installée en Europe depuis un moment, je voyais qu'il y avait des liens très intéressants, historiques, culturels, et qu'il y avait des choses à dire là-dessus, en fait, notamment concernant la dernière dictature en Uruguay et les liens avec l'Europe. J'ai choisi de me concentrer sur l'exil uruguayen, installé surtout en France, en Espagne aussi, mais pour la thèse, je me concentre sur l'exil uruguayen en France. Pourquoi? Le choix est venu un peu par un fait très hasardeux, en fait. J'avais terminé mes études de master. La situation financière en Espagne économique était très dure, très difficile. J'avais postulé pour un contrat d'électrice ici à Paris et j'ai été retenue. Donc, j'ai pris mes valises et j'ai migré pour la deuxième fois. Les sujets d'immigration, c'est quelque chose qui me touche de près. Moi-même, je suis migrante. J'ai quitté mon pays très jeune, à l'âge de 17 ans. Donc, c'est un sujet qui m'attire forcément et sur lequel je voulais me concentrer. Comment j'en suis arrivée à travailler l'exil uruguayen en France pendant la dictature? J'ai cherché des informations dès mon installation en France. Je ne connaissais pas la langue, je ne parlais pas un mot de français. C'était des mois intenses. Donc, je googlais un peu partout des termes, des mots. Et je suis tombée sur un secrétariat qui s'appelait le CIJAO et sur un document, une espèce d'affiche d'un groupe ou d'une manifestation, de quelque chose de militant. Et c'est grâce à ces mots-là, le CIJAO, que j'ai pu retracer ce que c'était, un secrétariat des juristes français qui s'est battu pour l'amnistie en Uruguay. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un fonds qui existait ici, à Nanterre, à la Bibliothèque internationale de documentation contemporaine, où tous les documents de ce secrétariat avaient été déposés. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à tirer le fil. J'ai très rapidement essayé de contacter quelqu'un. J'ai pu retrouver ce fameux Jean-Louis Weil qui donne le nom au fond que j'ai retrouvé à Nanterre. Il était encore vivant, il est décédé désormais, mais je pu l'interviewer. Il était un avocat français, spécialiste dans le droit du travail, et il m'a dit, écoutez, moi je ne connaissais rien à l'Uruguay. C'est Louis Joannet, un grand juriste des droits de l'homme,
qui était son ami, qui lui avait un peu attiré, qui lui avait dit Jean-Louis, il faut que tu m'aides. En fait, il m'a expliqué, l'opinion publique française était très choquée et très mobilisée par la dictature chilienne, par la dictature argentine, et on parlait beaucoup moins de l'Uruguay. Donc, c'était l'origine ou le fait qui a fait qu'ils ont ressenti le besoin de créer un secrétariat pour plaider la cause uruguayenne. Voilà. Donc, quand j'ai retrouvé ce fonds, je me suis dit cela. Et le combat théorique de ces juristes était l'amnistie. Et comme je travaille l'analyse du discours, notamment je l'avais déjà travaillé pour mes études, pour ma mémoire de master, c'était évident en fait. C'est devenu évident. Alors, je vais vous poser à dessein, vous l'aurez compris, une question de néophyte, une question innocente. Et alors, donc, cet exil uruguayen en France, c'est un épiphénomène avec quelques personnes où il y a vraiment une communauté et le cas échéant, elle s'organise, elle fait des choses. Parlez-moi un peu de cette communauté. Et, à partir de mes recherches, j'ai essayé de retrouver non seulement les archives sur lesquelles j'ai commencé à travailler, mais à essayer de trouver des personnes qui auraient resté ou qui se seraient installées en France après l'exil. Comme il dirait l'historien Arostegui, on parle dans ce moment-là des sujets vivants, donc eux, ils sont l'histoire vivante. Et j'ai vu tout de suite l'intérêt de faire dialoguer les récits de leur parcours, comment ils reconstruisent leur mémoire de l'exil avec les archives. Et très rapidement, je suis tombée sur une association. J'ai vu qu'il y avait une énorme colonie d'exiliés en France, notamment en Île-de-France, qui généralement, on la retrouve autour de deux endroits, Massy et Fontenay-sous-Bois. Pourquoi? Parce qu'il y avait des maisons d'accueil à l'époque pour les réfugiés, des centres d'accueil. Donc, ces deux villes-là, on retrouve aujourd'hui pas mal d'anciens exiliés qui habitent encore et qui vivent encore, qui se sont intégrés dans la société française, qui ont eu ses enfants et tout, mais qui vivent encore à Massy ou à Fontenay-sous-Bois. Donc, c'est à partir de cela que j'ai pu rencontrer quelques personnes, notamment à travers une association qui s'appelle Donde Están France. Où sont-ils France? Et c'est une association issue justement plein d'anciens exilés uruguayens et d'amis de la société française qui ont été solidaires de cette cause, qui ont formé cette association. Cette association a un lieu très particulier à Paris, puisque parmi toutes ces manifestations, chaque vendredi, ils tiennent une cantine associative où l'on vend des produits traditionnels de la gastronomie uruguayenne, notamment la grillade, les empanadas, etc. Et où chaque vendredi, un groupe de musique généralement latino-américain se présente tous les soirs à Paris, dans le 11e arrondissement. C'est génial. Oui, ça a été très intéressant de découvrir cette association, puisque cette association-là est née pendant les années 2000, mais on peut la retracer plus loin. Par la suite, après la thèse, j'ai travaillé justement sur eux et j'ai pu me concentrer sur le cas des Donde Están. En fait, si on veut retracer l'exil, il faut penser aux vagues de répression menées par la dictature. Quand on regarde ces vagues de répression, alors que la dictature et le gouvernement dictatorial disaient qu'il n'y avait pas des persécutions, on se rend compte très vite que ce n'était pas vrai. D'abord, le premier groupe d'exiliés qu'on retrouve en France, la plupart étaient des militants de MLN et Tupamaros, c'est-à-dire de la guérilla très forte qu'il y a eu en Uruguay. Non pas au moment du coup d'État, mais avant le coup d'État. Au moment où le coup d'État a été donné en Uruguay, la guérilla, elle était complètement encerclée, puisque la plupart de ses membres étaient déjà incarcérés. Et le premier groupe d'exiliés était donc Tupamaros. Par la suite, des militants communistes, et ensuite tout un large spectre de la gauche uruguayenne ou pas forcément,
mais qui étaient militants dans des différents contextes politiques, économiques ou sociaux de la vie uruguayenne et qui ont été forcés à l'exil. En fait, on parle d'un pays très petit, par rapport à l'Argentine, par exemple, où la répression a des chiffres énormes, par exemple, avec le nombre de disparus. Le cas uruguayen a été terrible par l'emprisonnement massif et de longue durée a été la technique, en fait, de répression la plus forte. Et puis, l'exil forcé. Souvent, il y en avait qui étaient persécutés, qui savaient qu'ils devaient quitter le territoire pour ne pas courir le risque de disparaître. Et d'autres ont vu de la situation politique dans le pays. Ils ont été forcés de quitter le pays pour ne pas compromettre leur famille, leur cercle, leur entourage. Donc, on calcule qu'à peu près 12-13% de la population uruguayenne a pris le chemin de l'exil, ce qui est énorme pour un petit pays comme l'Uruguay, qui à l'époque avait une population de 2 800 000 habitants à peu près. D'accord, et donc une partie de ces gens sont arrivés en France et se sont installés. Alors, si là, avec le recul, qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir démontré dans votre thèse? Bien, le fait de m'avoir concentrée sur l'amnistie m'a fait remarquer à quel point travailler ce concept d'amnistie d'un point de vue théorique et non seulement dans le processus de l'amnistie ponctuelle a été très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il m'a permis de comprendre comment les décisions politiques qui sont prises au moment de la transition, qui se passe souvent dans des temps très convulses, très complexes, ont une importance cruciale puisqu'ils vont déterminer la qualité et, comment dirais-je, la façon dont la démocratie, elle va reprendre son cours, en fait. D'accord, et donc ce sur quoi vous avez travaillé, c'est ça, mais alors vous arrivez à quoi par rapport à, si on compare la transition démocratique, par exemple au Chili, en Argentine, quelle est de votre point de vue là où les particularités uruguayennes, s'il y en a? Il y en a parce que, si on peut parler dans un contexte du cône sud, l'Uruguay se ressemble au Chili dans le point du référendum. Il y a un référendum et non pas deux. Le résultat qui était presque peu de temps après le premier référendum au Chili, les militaires attendaient évidemment un résultat favorable, ce qui n'a pas été le cas. C'est la similitude et la différence avec le Chili. Donc, tout de suite, le gouvernement, qui n'était pas militaire, mais civico-militaire en Uruguay, c'est ça une des caractéristiques très importantes. Il y avait des personnes du gouvernement civil qui étaient impliquées dans cette dictature, ont tout de suite, aussi grâce à la pression internationale qu'il y avait à ce moment-là sur l'Uruguay, qui pesait sur l'Uruguay, grâce justement à tout le travail qui était mené de l'étranger, a pris la décision de convoquer des élections internes dans les partis politiques. Mais le problème était qu'il y avait 2, voire 3 partis politiques et toute la gauche uruguayenne était proscrite, incarcérée ou en exil. Donc, les élections auront lieu de façon tout à fait particulière puisque la plupart des leaders politiques ne vont pas pouvoir faire campagne et ne vont pas pouvoir se présenter. Il y a la particularité en Uruguay, l'existence de 2 partis traditionnels de droite, le parti Colorado, le parti national. Le parti national, il y avait une branche un peu plus progressiste qui était aussi persécuté par la dictature, notamment son leader était en exil en Angleterre. Il a essayé de retourner, je ne sais pas s'il a pensé que le niveau de répression avait baissé, mais en tout cas, il a été incarcéré et lui qui était vraiment présidentiable, ce leader-là, Wilson Ferreira Aldunate, il est parti en fait en deuxième plan puisque son parti, suite à son incarcération, il a refusé de participer dans toutes les négociations, dans tous les dialogues possibles des transitions.
et donc a laissé la place gagnante, on va dire, à ce parti de droite, le Parti Colorado, et c'est de là qui viendra le premier président de la transition, Julio María Sanguinetti. À ce moment-là, c'est ça une des grandes différences. Et puis qu'au début de cette transition, la toute première loi d'amnistie qui est votée par le Parlement uruguayen le mois de mars 85 est une loi qui amnistie complètement tous les prisonniers politiques, mais avec des limitations, avec certaines conditions. Ceux qui ont été impliqués dans des crimes décents, ils vont être jugés encore une fois pour la justice civile. Déjà, il faut tenir compte que les crimes dont ils étaient accusés, on n'avait pas toujours des preuves, ils n'avaient pas toujours subi un jugement juste, mais voilà, notamment tous les militants de Tupamaros qui étaient emprisonnés, en particulier eux, ils ont dû repasser par la justice militaire, par la justice civile, pardon, et donc eux, mais à la fin, ils ont été tous libérés puisque cette loi d'amnistie avait établi que suite aux conditions qu'ils avaient vécues dans les prisons uruguayennes pendant la dictature, chaque jour passé en prison allait être commuté pour 3 jours. Donc, tous ont été libérés. Et il y avait un article de cette loi qui était intéressant, pardon, je fais une pause. Donc, il y avait un article de cette loi qui était intéressant puisque il ne concernait les militaires et les civils impliqués dans les crimes commis par le gouvernement dictatorial n'étaient pas concernés par l'amnistie. Donc, cet article-là laissait la porte ouverte à des possibles réclamations de la part de la société civile et des poursuites, tout à fait. Ouais. Ce qui est arrivé très rapidement après le vote de cette loi. Alors du coup, là, les gens que vous avez rencontrés à Paris, en France en général, puisque j'imagine qu'il y a eu des communautés un peu partout sur le territoire, elles vous disaient quoi du référendum et quand vous avez commencé votre thèse du référendum et de la loi d'amnistie? Le référendum, ils l'ont vécu avec beaucoup de scepticisme, notamment parce que à l'époque, tout le monde était en prison ou proscrit, donc ils ne pouvaient pas se manifester. Donc, vraiment, le résultat de ce référendum a été une surprise pour la société uruguayenne et pour le monde, pour ceux qui s'inquiétaient pour le cas uruguayen. Ce qui est intéressant de ce référendum, c'est non seulement le non, sinon que les résultats par la suite. Par exemple, lors des élections internes, le Frente Amplio, c'était le parti de gauche qui était né juste avant le coup d'État en 71, alors que le coup d'État a été donné en 73, et ne pouvait pas se présenter aux élections. Donc, ce qu'ils ont choisi de faire, et ils l'ont fait dans un laps de temps très court et très rapidement, c'était d'inviter depuis l'extérieur, les leaders ont réussi, les différents leaders socialistes communistes, à communiquer entre eux très rapidement avec des lettres. À l'époque, on n'avait pas de mail, on n'avait pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable et qu'on découvre en fait le travail qui a été mené depuis l'extérieur, qui est impressionnant quand on se rend compte les moyens qu'ils avaient de communication et comment les périodes de temps, l'attente pour tout était beaucoup plus longue. Donc, ils ont réussi à se manifester lors de ces élections internes. Donc, et c'était avec le vote blanc. Ils ont invité à voter blanc, ceux qui ne voulaient pas voter. Et ils ont réussi l'exploit d'avoir un chiffre très intéressant à l'époque. Je ne me souviens pas en ce moment du pourcentage, mais qui a été très important parce qu'il a marqué la présence du Frente Amplio dans ces élections-là. Et par la suite, ça a provoqué le fait qu'on a commencé les négociations de transition, ce qu'on connaît en Uruguay comme le pacto du Club Naval, et ils ont été forcés, en quelque sorte, d'inviter le Frente Amplio au dialogue. Malgré toutes les limitations, malgré les proscriptions, ils ont été conviés à ce dialogue, on va dire, des sorties. Et alors, vous avez dit que vous avez soutenu votre thèse en 2014, donc ça fait bientôt 8 ans.
Il y a eu, l'histoire a continué à évoluer. Toutes ces questions, on les pense peut-être un peu différemment. On a des nouveaux outils, des nouveaux chercheurs qui travaillent sur le sujet. Qu'est-ce que vous pensez rétrospectivement des conclusions que vous avez pu tirer à l'époque sur le sujet? Est-ce qu'elles vous semblent toujours valables? Est-ce qu'il vous semble qu'il faut les nuancer, les prolonger? Comment vous situez par rapport à votre thèse aujourd'hui? En Uruguay, notamment, je pense que ce travail sur l'amnistie reste d'actualité, puisque malgré le fait, par exemple, que la gauche est arrivée au pouvoir pour la première fois en 2005, dans cette vague des gouvernements de gauche, comme il y a eu partout en Amérique latine, notamment en Argentine, le changement énorme qu'il y a eu avec l'arrivée des Kirchner vis-à-vis de ce passé récent, des politiques qui ont été mises en place, des ressources qui ont été données pour les recherches, etc. Et en Uruguay, l'avancée a été beaucoup plus limitée, puisque quelques années après la loi d'amnistie, le gouvernement, pour clore le sujet des réclamations liées au passé récent, ils ont fait voter la loi des caducité de la prétention punitive de l'État. C'est-à-dire que cette loi disait qu'à partir de ce moment-là, l'État n'allait plus s'intéresser et n'allait plus permettre à la justice de juger ces cas-là. Donc, le sujet reste d'actualité puisque l'Uruguay a encore cette loi des caducidades, comme on la connaît nous. Donc, qu'est-ce qui a fait le gouvernement de gauche? C'est très intéressant, justement, ces 15 dernières années du gouvernement de gauche, celui de Tabaré Vázquez, à la suite, celui très connu, le gouvernement de Mujica, et puis par la suite, un deuxième de Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez, très vite, ce qu'il va faire, il ne va pas annuler la loi, mais il va faire appel à l'article 3 de la loi, qui en fait oblige à une violation de la séparation des pouvoirs au niveau de la République. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'une plainte est posée justement pour des violations contre les droits humains lors de la dictature, la justice doit demander au pouvoir exécutif s'il peut faire des recherches. Mais Tabaré Vázquez, il s'est servi de cet article-là pour dire, moi, je vais débloquer à chaque demande, je ne vais mettre aucun bâton dans les rues. Donc, toutes les plaintes vont pouvoir poursuivre à une recherche en justice. Cela fait que très rapidement, il a eu des jugements et des personnes qui ont été emprisonnées. Non pas les militaires, mais surtout les civils qui ont été impliqués dans le gouvernement civico-militaire. Donc, pour la première fois déjà, on a eu dans ces 15 dernières années des hauts gradés dans la dictature emprisonnés. Et deuxièmement, on est rentré dans les casernes de police et pour la première fois, et des militaires, et pour la première fois, on a découvert des restes des personnes disparues en Uruguay. Ce qui était un sujet assez tabou, puisque justement le premier président de la démocratie, Julio María Sanguinetti, avait fait un travail très fort des discours pour dire que l'Uruguay n'était pas l'Argentine et que cela n'était pas arrivé, qu'il n'y avait pas eu d'enfants volés en Uruguay, que ce n'était pas du tout le même cas, qu'on n'était pas dans le même cas de figure. Donc, le fait de retrouver un enseignant d'école, le maestro Julio Castro, de retrouver un autre militant qui n'était pas Tupamaros surtout, c'est-à-dire des personnes militantes qui n'avaient pas fait usage de la violence, que c'est l'excuse retrouvée parfois par les militaires pour justifier les mots de répression. Ce n'était pas leur cas, ils étaient des militants socialistes ou autres. Donc, le fait de les retrouver et d'avoir prouvé qu'ils étaient décédés suite à, par exemple, à un coup de revolver sur le dos, et des choses comme ça, et de voir qu'ils étaient enterrés en fait dans les casernes des militaires en Uruguay, a fait bien évidemment revenir et renaître tout ce débat. Donc ça reste d'actualité puisqu'on a essayé de mettre des pansements. Au niveau de la mémoire, il y a énormément de choses qui ont été faites, mais au niveau de la justice, ça reste très dur. À l'heure actuelle, il y a des jugements qui se poursuivent, notamment il y a un cas très important pendant les années 2000, avant l'arrivée du Frente Amplio au pouvoir, suite à un travail acharné de l'écrivain Juan Gelman, l'écrivain argentin Juan Gelman,
son fils et son épouse ont été enlevés en Argentine et ramenés en Uruguay dans un des vols de la mort. Donc, lui, il est cherché en Uruguay. Les trois, son fils, sa femme et un enfant qu'ils auraient dû avoir en prison. Donc, grâce à son travail acharné, à l'époque, le président était Jorge Valle, aussi du Parti Colorado. Jorge Valle, très rapidement, avait pu faire bouger quelques cartes et ils avaient retrouvé l'identité de Macarena Gelman, pardon. Donc, Macarena Gelman, qui était une femme, une étudiante, qui avait eu une vie complètement étrangère à son passé, a récupéré son identité. Par la suite, Macarena Gelman, avec son grand-père, ont dénoncé l'Uruguay, l'État uruguayen devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme et l'État uruguayen a été condamné à l'accepter, à le reconnaître, à l'indemniser et aussi à faire en sorte que le droit interne uruguayen soit en cohérence avec le droit international qu'ils ont déjà accepté, c'est-à-dire qu'il fait partie du droit interne, notamment les droits de l'homme. Et à partir de cela, il y a eu énormément de complications. Je ne veux pas non plus passer des heures à parler sur le sujet. Les jugements se poursuivent aujourd'hui. De nos jours, on n'a jamais pu annuler cette loi des caducidades. Il y a eu une tentative in extremis parce que quand on va faire des jugements, comme on ne juge pas pour violation des droits de l'homme, le jugement était par assassinat. Donc, l'assassinat a une prescription qui est de 30 ans. Donc, un mois avant que tous ces crimes puissent prescrire par le droit uruguayen, il y a eu un essai in extremis pour la part du Parlement uruguayen de faire voter une loi pour l'annuler. Et ils n'ont pas réussi. Et il y a eu aussi un nouveau référendum. Ce référendum qui n'a pas non plus fait passer l'annulation de la loi, a été très intéressant par le moment historique. C'était, en fait, en Uruguay, on peut voter un référendum en même temps qu'on vote les élections nationales. Donc, la gauche jouait son réélection pour la première fois de l'histoire du pays. Donc, c'est à ce moment-là. Et c'est-à-dire que le Frente Amplio, là, il y a eu des conséquences politiques importantes. Il y a eu une campagne, des mouvements sociaux très importants pour faire annuler la loi, mais le Frente Amplio n'a pas suivi parce que le Frente Amplio avait un enjeu d'autant plus grand qui c'était de garder le pouvoir pour la première fois. Donc, n'a pas eu le soutien politique nécessaire et à quelques votes près, le référendum n'a pas réussi à faire annuler cette loi. Donc, on continue à faire des jugements aujourd'hui, mais la loi des caducités reste d'actualité et c'est pour ça que malgré évidemment quelques changements, travailler cette histoire récente de l'Uruguay dans cette perspective de travailler le concept d'amnistie reste très pertinent à mes yeux. Et ce qui serait intéressant, serait justement de le faire dans un contexte plus large, celui notamment du cône sud américain, ce qui est en train de se passer. Moi, par la suite, je continue à travailler ou j'entame des recherches pour travailler le cas paraguayen qui m'intéresse particulièrement. Et il y a déjà à l'université d'Arras une étudiante qui commence sa thèse sur l'amnistie en Argentine en ce moment. En dehors de votre directeur de thèse, sur le rôle duquel vous pourrez revenir, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont joué un rôle important pour vous pendant ce travail? Je dirais 2 personnes. Une, c'est une ancienne enseignante de l'université Carlos III. En fait, c'est avec elle que j'avais commencé les conversations pour faire justement ma mémoire de master et par la suite ma recherche de doctorat, qui est Pilar Amador. Pilar Amador est tout comme moi une élève d'Antonio Rodríguez de la Cera. Elle allait prendre sa retraite
à ce moment-là. Et donc, elle m'a dit d'aller vers mon directeur de thèse pour continuer mes recherches. Mais malgré le fait qu'elle a pris sa retraite et que maintenant elle est au fin fond de l'Extremadura, elle a toujours été présente et à chaque fois que j'ai des doutes sur la méthodologie, que je me pose des questions, eh ben, on se parle, on se contacte, on s'appelle. Et elle est toujours très optimiste, très positive. Mais toi, mais non, ma Magdalena, bah, vas-y, continue. Elle m'a toujours soutenue. Si j'ai des doutes, si je veux publier un article et j'ai un doute, etc., elle n'hésite jamais à me relire mes textes, à me faire ses commentaires bienveillants. Elle a toujours été là, donc je pense à elle. Et puis, je pense à une collègue, il y a une amie qui m'a donné la France, qui est Nadia Tahir. Elle est aujourd'hui maître des confs à l'université des Caen. On a été lectrices toutes les deux en même temps à Paris 4. Moi, je venais tout juste d'arriver, je parlais à peine le français. Et Nadia m'a toujours tout de suite pris sous son aile. Et tout le long de mon parcours de recherche, qui est très similaire au sien parce qu'elle travaille l'Argentine, elle travaille notamment les associations des mères et des grands-mères en Argentine. Donc, on était en une certaine, comment dire, syntonie en fait sur les sujets déjà des recherches, on a publié ensemble, et puis bah, par la suite, elle a suivi toutes mes galères, des doctorats, des recherches, des postes, etc. Et puis elle est toujours là pour me donner ses conseils, pour m'accompagner, pour me dire de ne pas lâcher. Et donc voilà, je pense à elle notamment. Bon, j'imagine que comme tous les doctorants, vous avez rencontré des difficultés. Alors, est-ce qu'il y en a certaines qui sont, dont vous pouvez nous parler, qui seraient liées à la spécificité de votre sujet? Et puis, est-ce qu'il y en a des plus générales? Et puis surtout, comme vous serez écouté par des doctorants, si vous avez des solutions miracles pour résoudre ces difficultés, n'hésitez pas à nous les donner. Donc, si je pouvais énumérer quelques difficultés que j'ai retrouvées au cours du parcours de ma thèse, bah, il y avait une qui est très banale et très pratique, c'était le côté financier. En fait, j'ai eu la chance d'avoir une bourse du ministère de l'Éducation espagnole qui s'appelle FEPU, formation des professeurs universitaires, mais qui a été touchée de plein fouet par la crise économique espagnole. Donc, tous nos ressources financières ont été un peu raccourcies, et notamment pour les déplacements, pour faire ma recherche en Uruguay, bah, je n'ai pas eu les aides dont j'étais censée pouvoir en bénéficier. Donc, j'ai dû à chaque fois financer un peu de ma poche avec des travails un peu extra en dehors de l'université pour pouvoir faire ces déplacements, faire les voyages, rester en Uruguay, même si j'ai ma famille là-bas et qui peuvent toujours m'aider. Bah, on a besoin d'un peu d'autonomie, et ça a été une difficulté voilà, pratique, mais voilà, dont j'ai pu très bien m'en sortir. Et la deuxième, c'était entre la méthodologie et le sujet que je travaille, parce que, comme je disais à l'instant, bah, je suis migrante moi-même, et ça m'est arrivé de me retrouver à la BDIC, comme on l'appelait avant à Nanterre, parmi tous ces papiers, et de commencer à pleurer et de devoir quitter la salle des documents, lâcher mes documents, lâcher tout et partir et pleurer pendant une demi-heure, même si je n'avais pas des personnes touchées directement. Il y avait certains documents, certaines listes, certaines conditions qui étaient dites et mises noir sur blanc au moment de découvrir ces papiers, qui me faisaient tellement voyager à cette époque-là, et d'imaginer, de pouvoir imaginer comment la migration a été dure pour moi, d'imaginer quand elle est forcée, et tout ce qu'ils ont dû vivre et endurer pour en arriver aujourd'hui jusqu'à là. Et c'est qu'ils ont dû se battre pour la démocratie dans notre pays, en fait. Et ils ont là, souvent très oubliés, en fait, parce que l'exil, c'est la partie de l'histoire qu'on raconte toujours pas, ou pas complètement. En tout cas, dans l'historiographie uruguayenne, c'est un des pans oubliés. On commence à en parler aujourd'hui. On a travaillé énormément la guérilla, on a travaillé énormément tout ce qui était avant le coup d'État. Mais l'exil, pour certains militants, c'est ceux qui se sont sauvés. Donc, il y a toujours un rapport
parfois difficile entre les mémoires des uns et des autres. Et puis l'historiographie ne s'était pas toujours arrêtée sur le sujet de l'exil. Donc, il y avait ce tiraillement entre les conséquences émotionnelles que le sujet pouvait causer sur moi et mon inquiétude pour faire quelque chose de sérieux, c'est-à-dire de faire un travail documenté et de ne pas me laisser, évidemment, j'étais, comme il dirait Edgar Morin, tripologiquement conditionnée par le sujet, mais de ne pas me laisser emporter en fait par ces moments d'émotion. C'était dur, mais en même temps, je tenais à l'éthique du travail. Et justement, c'est tout l'intérêt de contraster les récits, par exemple, des militants avec des archives comme les archives diplomatiques ou comme les archives des juristes. C'est cela qui m'a permis de garder mon fil conducteur et de travailler sur le discours pour m'en sortir. Ou j'espère que je l'ai fait correctement en tout cas. Mais voilà, c'est surtout ça. Et si je pouvais donner un conseil, bah, de nos jours, ça reste aussi parfois compliqué, le fait de retrouver des contrats, des financements. Donc, c'est de se battre. Notre métier, c'est une vocation. En tout cas, c'est mon cas, aussi bien pour la recherche que pour l'enseignement. N'est pas toujours très bien reconnu, mais voilà, si on a la conviction, il faut se battre. Et puis, la thématique, je pense qu'on l'a choisi toujours au moins en quelque peu parce que ça nous touche ou ça nous attire ou le pays ou la thématique ou ce qu'on raconte nous touche personnellement. Donc, c'est de rester, voilà, d'utiliser justement le travail sérieux de l'historien ou du chercheur pour garder cette objectivité dans ce sens-là. Oui, c'est ce que vous avez répondu à la question que j'allais vous poser tout de suite, c'est comment se prémunir contre les dérives que peut causer une légitime empathie à l'égard de son sujet. Bon. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle de la soutenance parce que depuis le temps que vous habitez en France, vous savez parfaitement comment est formatée une soutenance à la française, mais vous Oui. n'avez pas eu une soutenance à la française. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire qui étaient les membres qui composaient votre jury et nous raconter un peu comment ça se passe, une soutenance à Madrid? D'accord. Tout d'abord, j'ai choisi de faire un doctorat avec mention internationale. Pour cela, il fallait, en fait, c'était l'ancienne mention européenne qui maintenant est devenue internationale, un peu comme l'Erasmus, ça a évolué. Et dans tous les cas, il faut faire un stage d'au moins 3 mois dans une institution autre que la sienne de rattachement. Je l'ai fait à la Sorbonne, là où je travaillais comme lectrice. Et je profitais à ce moment-là pour faire, bien évidemment, la recherche. Puis, il faut qu'au moins une partie de la thèse soit rédigée dans la deuxième langue, celui qu'on a choisi, notamment pour mon cas, c'était le français. J'ai rédigé ma thèse en espagnol avec l'introduction, les conclusions et un chapitre, notamment celui du SIJAU, et en français. Et puis, il faut faire la soutenance en français. Pour la soutenance, on nous demande 2 rapports d'experts. On a choisi de demander ces rapports d'experts à un historien uruguayen par la pertinence du sujet, en fait, de l'Université de la République, Aldo Marchesi. Et le deuxième, on l'a choisi puisque moi, je continue à travailler en France et aussi parce que j'avais choisi de faire cette mention internationale avec la France, un membre de la section 14 qui était un maître de conférence de l'Université Paris-Nord, à Villetaneuse. Donc voilà, j'avais mes 2 rapports, j'avais rédigé une partie de ma thèse en français et au moment de la soutenance, il fallait aussi pouvoir s'exprimer, répondre à des questions en français. Donc, il y avait déjà ça que je devais tenir en compte. Pour la soutenance à l'espagnol, il n'y a pas de rapport de thèse comme en France, mais j'avais quand même, voilà, ces 2 rapports qui avaient dû être rédigés. Ensuite, pour la formation du jury des soutenances de thèse, j'ai été touchée en fait par le contexte économique en Espagne, c'est-à-dire que normalement le jury a
au moins 5 membres et on a dû rétrécir à 3 en fait, un membre local et 2 membres extérieurs. Donc, le membre local a été l'historien Eduardo González Calleja. Et puis, les membres invités pour la mention internationale a été la professeure des universités Carmen Piñeira, qui travaille à l'université d'Arras. Bien évidemment, tout naturellement, on a aussi invité un membre de l'Université de la République à Montevideo, notamment Susana Dominzain. Alors, quels souvenirs est-ce que vous gardez de cette journée de la soutenance? C'était une journée très stressante, mais très émouvante aussi. C'est aussi une des différences peut-être avec la soutenance à la française. D'après ce que je peux voir ici, parfois les questions et les moments auxquels on doit faire face dans une soutenance à la française peuvent être d'autant plus durs et stressants, alors qu'en Espagne, c'est un moment d'accomplissement, on va dire, de finalisation dans lequel on est accueilli dans l'académie. Donc, malgré le stress et malgré les questions, les commentaires auxquels j'ai dû faire face, c'est un moment de choix, d'émotion. Donc, c'est ce souvenir-là que je garde en tête. Et puis de voir qu'il y avait dans le public mon ancienne compagne des chambres de la résidence d'étudiants, ma meilleure copine de la licence, mon compagnon, qui avait plein de monde qui m'avait accompagné tout le long de ce parcours, qui était là tant d'années après le début de ma licence au sein de cette université. Donc, c'était une belle journée. Bon, et alors, vous, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est ce travail de thèse. Qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui? Alors, en tant que chercheuse, ça, je sais déjà, donc je ne vais pas vous poser la question. Mais en tant qu'enseignante, est-ce que, avec vos étudiants à l'université, dans les différents postes que vous avez pu occuper, que vous occupez sous différents statuts, est-ce que vous parlez de l'Uruguay? Vous en parlez comment? Comment est-ce qu'à des petits étudiants français qui savent à peine où situer l'Uruguay sur la carte de l'Amérique latine, vous leur en parlez? Oui, en fait, je garde toujours voilà, mes sujets de recherche, notamment celui de ma thèse, en tête quand je prépare mes cours ou quand je suis menée à préparer mes cours des civilisations latino-américaines, et voir un peu plus large l'Uruguay. Parce que souvent, quand on travaille l'Amérique latine, euh, on en parle moins. Donc, je profite toujours pour laisser passer le nom du pays, sa situation ou quelques aspects. Et quand j'ai choisi de le travailler, en ce qui concerne le passé récent, je me pose la question justement de les interpeller, de les toucher. Donc, quand on parle de passé récent, je cherche toujours à les faire regarder sur les liens que ces passés récents latino-américains peuvent avoir notamment avec la société française. Donc, de voir comment, à l'époque, a pu exister un secrétariat en France rien que pour l'Uruguay, comment France-Amérique latine travaillait, comment France Liberté était impliquée pour les droits d'Amérique latine, comment le gouvernement, par exemple, l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand a pu changer des choses vis-à-vis de cette militante qui était menée depuis l'étranger, notamment quand j'ai pu travailler en France, leur parler des Massy, leur parler des Fontenay-sous-Bois, pour qu'ils se disent « Waouh, mais en fait, on parle de quelque chose qui est à 10 000 kilomètres d'ici, mais nous, en tant que citoyens français, on peut se rapprocher de ce passé récent autrement, sans trop bouger de chez nous. » Et donc, travailler avec des témoignages, travailler avec des documents de l'époque, travailler aussi, par exemple, voir une banderole des exiliés uruguayens en grève des faim qui pond depuis Notre-Dame de Paris au bon milieu des années 70. Ça semble incroyable pour un pays comme le nôtre et cela s'est passé un jour, tout comme parce que souvent les nouvelles générations aussi peuvent garder plus en tête une image
une vidéo parfois qu'un document, donc de travailler aussi non seulement avec des documents, et il y en a très intéressants, j'utilise notamment l'amendement Koch, c'est-à-dire que l'Uruguay a réussi deux choses dans le plan des relations et de la solidarité internationale, c'est arriver au Parlement américain pendant les années 70, dans la période la plus dure des tortures en Uruguay. Il y a eu cet amendement de Koch pendant les années 76 qui a fait que, pour une année, le Parlement américain a interdit au gouvernement américain de financer économiquement la dictature uruguayenne. Et puis, la première campagne qu'Amnesty International a menée contre la torture de manière spécifique pour un seul pays, ça a été pour l'Uruguay la même année. Donc, de travailler avec des documents là qui sont très intéressants souvent. Et puis, bien évidemment, j'ai souvent fait venir mes contacts, mes connaissances d'anciens exiliés en classe ou sinon par des vidéos, par des présentations, puisque de les voir, de pouvoir leur poser des questions, de voir leur parcours, de voir aussi ce qui m'intéresse aujourd'hui à la suite de la recherche de thèse. Bon, qui sont-ils devenus aujourd'hui ces exiliés? Il y a une partie qui sont retournés en Uruguay, mais moi, je m'intéresse à ceux qui sont restés. Et souvent, c'est des citoyens qui sont devenus des citoyens français avec énormément de convictions et qui ont transformé cette militance et ces inquiétudes sociales, ces inquiétudes politiques dans un engagement au sein de la société française à différents niveaux, religieux, politique, dans le quartier, à un niveau un peu plus large. Donc, ça m'intéresse aussi de leur montrer comment cet engagement peut se traduire aujourd'hui dans cette citoyenneté des anciens exiliés en France. Il y a voilà, pas mal d'actions qui me viennent à la tête, des choses que je fais comme ça dans mes cours pour essayer de leur faire connaître ces passages récents concernant mon sujet de thèse, en tout cas. J'imagine que ça doit beaucoup les intéresser. Je le parie. Bon, alors, est-ce que vous avez relu votre thèse? Non, Alors, pourquoi? non, je n'ai pas relu mes thèses entièrement. J'ai repris des chapitres ou des parties, notamment quand je veux faire un article qui reprend un de mes sujets de travail, ou l'exil, ou le concept de l'amnistie, ou l'analyse du discours autour d'un autre sujet, mais que j'ai envie ou que j'ai besoin de revenir sur la théorie pour rafraîchir les bases dans ma tête. Mais je n'ai jamais lu entièrement ma thèse après l'avoir soutenue. Pourquoi? Il n'y a pas une raison précise, mais je pense que la plus pragmatique, c'est la vie et le travail qui suit son cours et qu'on n'a même pas le temps d'envisager de relire la thèse. On continue, on a d'autres projets, on a les responsabilités d'enseignement et puis donc tout s'enchaîne. Et je n'ai vraiment pas le temps de m'arrêter et dire je vais relire ma thèse. Ouais, oui, c'est vrai, après on est pris par d'autres choses et bah, écoutez, vous verrez si un jour vous avez l'occasion de le faire. Peut-être que vous serez incroyablement surprise par la métamorphose qui s'est opérée en vous depuis Souvent, ce oui, c'est vrai travail. que souvent, quand je reprends certains morceaux, je me dis, ah, mais je l'écris comme ça, j'aurais pu le faire autrement, ou pourquoi j'ai dit ça? Voilà. Tout ça est logique. Alors écoutez, si vous voulez bien, pour finir, je vais vous demander de nous lire la première phrase de la thèse. Alors, si vous avez besoin de la deuxième, troisième pour que ça fasse une unité, vous pouvez. Et puis surtout, j'aimerais bien que vous nous fassiez un commentaire sur ce début pour voir un peu la lectrice que vous êtes aujourd'hui, ce qu'elle en pense. D'accord. Je vais à l'introduction, n'est-ce pas? Parce que sinon, je veux le Non, résumé, c'est un non, peu... non, 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 c'est ça, c'est bien sûr, c'est les premières phases de l'introduction. Je voudrais maintenant reprendre alors les premières phrases de ma thèse qui disent ainsi. La presente investigación tiene como antecedente el trabajo preliminar realizado como tesina de máster bajo el título Aplicación de un método de análisis del discurso, cartas desde el cautiverio del general Líber Seregni. Mientras la tesina se centraba en los primeros años de la dictadura cívico-militar uruguaya, aquí nos centraremos en los años finales del régimen. Alors, qu'est-ce que ça suscite chez vous de commentaires?
Déjà, bon, ce rapport des continuités avec ce que j'avais commencé à faire pour le master et ce qui me plaît en quelque sorte d'avoir pu continuer dans une logique avec ce que j'avais déjà commencé, mais j'annonce un changement dans la thématique et c'est le travail avec la transition sur lequel je vais à partir de ce moment-là me spécialiser en quelque sorte puisque on a très peu travaillé la transition politique en Uruguay. On commence à le faire aujourd'hui. Il y a une publication de Carlos De Masi en Uruguay qui vient de sortir. On commence à en parler. D'ailleurs, quand j'étais partie en stage en Uruguay, on m'avait posé la question, mais pourquoi tu travailles ça un peu? Et maintenant, je pense que si je faisais ces stages maintenant, on s'intéresserait davantage à cette période de la transition et on ne me poserait pas cette question-là. Donc, que je trouve c'est très intéressant. Donc, le mot, voilà, ces derniers mots où je parle de la fin de la dictature annoncent déjà un changement peut-être dans la période historique sur laquelle je veux me concentrer, qui est devenu maintenant le sujet sur lequel je travaille constamment, qui est la transition en fait. Après, on peut faire le débat de quand est-ce qu'elle commence, quand est-ce qu'elle termine. Normalement, je commence avec le référendum. C'est un référendum qui a été, que les militaires ont perdu, d'accord, pendant les années 82. Et j'y vais jusqu'à la loi des caducités, des années 89. Donc, je travaille dans cette période-là. Et je pense que ces derniers mots annoncent un peu la couleur. De sorte que si vous deviez réécrire votre thèse aujourd'hui, par exemple pour une publication, vous ne reniez pas ce début, vous le garderiez. Non, sûrement, je le rédigerai autrement ou je ne sais pas si je le garderai. Mais je pense que ça montre très bien mon travail précédent et ce qui allait se passer en tout cas. Sûrement dans une publication, bah, la phrase, elle ne serait pas la première phrase. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien et puis d'avoir accepté de participer au projet Ma thèse et moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.